Hawaiian Garden, petite ville au sud de Los Angeles. En ce samedi ensoleillé, les Indiens des environs se retrouvent pour assister à un po'o. Dans la tradition amérindienne, c'est un événement religieux, mais aussi la célébration des guerriers. Aujourd'hui, grâce aux chants, aux danses, le po'o est désormais un moment d'union unique. C'est un honneur de partager notre culture avec tout le monde. Nous acceptons tout le monde. Sandra et Olivier sont des touristes suisses. Chaque année, ils viennent assister à ces po'o pour assouvir leur passion pour la culture indienne. On est fascinés par les Indiens, leur culture, et puis c'est une opportunité de voir les costumes, les chants, les danses, c'est vraiment magique. Une magie ancrée dans les traditions qui permet aux Indiens de transmettre leur culture de génération en génération et aux Occidentaux d'entrevoir un morceau de spiritualité indienne. Aux confins de l'Arizona, dans un paysage aride, c'est là que se déroule une retraite pour Occidentaux, calquée sur les rites de passage des Indiens d'Amérique. À l'adolescence, pour entrer dans le monde des adultes, les jeunes Indiens passent quelques jours en pleine nature, guidés par un chef sans eau ni nourriture. Ici, 5 Québécois et une Belge se sont isolés dans ces collines pendant 4 jours, sous la houlette de ces guides, dont aucun n'est indien. Il s'agit d'ouvrir son esprit. Ce qu'on propose aux gens dans la quête de vision, c'est vraiment de commencer à penser en images, comme les peuples premiers, penser en images. On essaye de faire taire le mental, puis les emmener dans un état. Le fait qu'ils sont en jeûne aussi, ça permet ce passage-là, mais de les emmener à passer en images, puis de tout voir comme... Tu sais, il y avait une personne qui m'avait dit, moi, tout d'un coup, je suis devenue le rocher en face de moi. Donc, je fais un avec la nature. Et pour faire une quête de vision, c'est important de faire cette bascule-là. Interdiction de filmer ce voyage spirituel, mais à la sortie de la quête de vision, les avis sont unanimes. Ce rite ne pourrait se faire ailleurs. On a traversé des paysages de terre Navajo. On change de planète, vraiment. Moi, je me suis sentie prise, attirée par... On est passé par Monument Valley, on connaît les images, les photos, mais c'est un environnement qui appelle une autre façon d'être intérieure. Cette imitation de la spiritualité navajo peut surprendre, mais les guides se défendent de toute appropriation de la culture indienne. Les peuples autochtones ont pris ça correspond à quelque chose pour eux, mais moi, je pense que ça appartient à l'humanité. Moi, je pense que quand ça fait du bien aux gens, quand ça permet ça permet aux gens de découvrir quelque chose, puis peut-être de s'approcher d'une culture qu'ils connaissent moins. Moi, je pense que ça ne peut pas faire de tort. Les Indiens tentent de préserver leurs valeurs, mais cette transmission est fragilisée par l'exploitation financière de leur culture et notamment le tourisme de masse. Mais certains résistent. Cynthia est l'une des ferventes défenseuses de l'art culinaire navajo et de la culture des plantes de la région. Habituellement, on utilise la rhubarbe sauvage quand on garde des moutons. C'est rempli d'eau, ça permet d'étancher la soif. Elle vit avec sa mère au pied de la montagne Eagle Mesa, à 2 pas du parc de Monument Valley, qui accueille chaque année plus de 300 000 touristes. Cette terre est pourtant considérée comme sacrée. C'est un lieu saint. C'est ce que nous pensons de ces montagnes. Ce n'est pas comme aller à l'église le dimanche. Pour nous, ça se passe tous les jours. Cynthia habite ici dans ce hogan, la maison traditionnelle navajo. Avec sa mère, elle a conservé le mode de vie de ses ancêtres. Pour elle, la cuisine est un art qui rejoint le religieux. Nous considérons la nourriture comme une personne. Le peuple du maïs a des intentions, tout comme nous.
Il a des pouvoirs, des cadeaux à nous offrir. C'est pour ça que nous l'utilisons beaucoup dans nos prières. Pour Cynthia et Louise, la culture Navajo doit rester en famille. Alors quand on parle de la récente fascination des Occidentaux pour la culture amérindienne, Héloïse est catégorique. Il y a beaucoup de gens différents qui viennent ici, des voyages organisés. Ils veulent savoir comment nous vivons, comment ça se passe. Ils veulent tout savoir, mais je ne pense pas qu'ils sauront. Pourtant, certains Occidentaux ont entièrement épousé le mode de vie des Indiens d'Amérique. Des prairies à perte de vue dans le centre-nord des États-Unis, dans l'État du Dakota du Sud. La réserve indienne de Pine Ridge est un territoire de 9000 km² où vivent 3 différentes tribus de Sioux. Autour de la petite ville de Kyle, c'est le territoire de la tribu des Sioux Lakota. Au milieu de ces grandes plaines, une maison en bois façon chalet suisse. Et pour cause, une Baloise a posé ses bagages ici il y a 30 ans. Depuis que je suis toute petite, je suis vraiment intéressée par les Amérindiens. Quand j'étais enfant, je regardais la carte du monde en disant « c'est là que je veux aller ». En 1989, Isabelle Stannick s'envole pour la réserve de Pine Ridge. Elle voulait accomplir le voyage de ses rêves. C'est le rêve d'une vie qu'elle réalise. Robert Stannick, Indien Lakota, est son guide pendant 3 semaines. Une rencontre en forme de coup de foudre qui change la vie d'Isabelle. Je suis arrivée en juillet et on s'est mariés en août. On était à un powwow et je lui ai dit « Comment les gens de ton peuple se marient-ils » Et il m'a répondu que certains allaient à l'église ou d'autres allaient chez l'homme médecine. Et c'est ce que nous avons fait. Son mari décède en 1997, mais elle décide de rester et d'aider la communauté. Mabel est une Unka, ce qui signifie en Lakota une sœur d'adoption. Quand tu épouses un Indien et que tu te maries dans la réserve, même si tu es d'ailleurs, si tu veux épouser un Indien, toi aussi tu en deviens un. Je ne peux pas dire que j'appartiens à un endroit en particulier. Oui, à la Terre, nous vivons sur Terre actuellement. Mes enfants sont membres de la tribu, ils sont citoyens suisses. On n'est pas liés à un seul endroit. Les Indiens sont les laissés pour compte de la société américaine. À Kyle, un habitant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Alors, en 1993, Isabelle et son mari décident d'agir. Avec un groupe de parents d'enfants Lakota, Isabelle et Robert créent la Lakota Waldorf School. Et elle en devient la directrice. En 26 ans, 800 enfants ont été scolarisés ici. Sa fascination pour le peuple Lakota, Isabelle a voulu l'intégrer dans le cursus scolaire. En plus des cours généraux de mathématiques et d'anglais, la culture Lakota est le noyau de l'apprentissage. Chaque matin, tout commence par une prière. De la sauge et des chants pour se purifier et démarrer la journée avec une bonne énergie. Célestine Stannick, fille aînée d'Isabelle, est institutrice depuis 3 ans. Elle se définit elle-même comme Swing Indienne. L'un des gros défis que nous devons affronter, c'est la double identité. Vous êtes amérindien et américain. C'est un pays de blancs aujourd'hui. La culture européenne est dominante aux États-Unis. C'est difficile pour une personne qui a un bagage culturel différent de se sentir à sa place. L'ambition de ses professeurs et d'Isabelle est avant tout de redonner un certain amour-propre à ces jeunes Lakota. Un sentiment absent des consciences depuis des générations. Mais récemment, un vent de renouveau souffle sur la réserve des Lakota de Pine Ridge.
C'est une culture magnifique, une belle manière de vivre, notre manière de vivre. J'ai grandi en vivant comme ça tous les jours et je veux que les enfants soient fiers de ce qu'ils sont. On ne veut pas que notre langue disparaisse. On veut qu'ils connaissent toutes les facettes de ce qu'ils sont, mais aussi qu'ils puissent vivre dans le monde moderne, qu'ils reçoivent une éducation, qu'ils trouvent un travail, qu'ils puissent devenir médecins, avocats, policiers, professeurs, qu'ils soient en quelque sorte des guerriers des temps modernes. Après des siècles de persécution, les nouvelles générations d'Indiens semblent de plus en plus fiers de leur culture. Une culture que les Occidentaux ont appris à respecter, même si c'est parfois de manière maladroite. Bonjour Aurélie de Bucher. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Native Immersion. Alors c'est une maison de voyage spécialisée en immersion et culture racinaire. En 2 mots, qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-moi. Alors en fait, Native Immersion, c'est une plateforme éducative pour le voyageur avant tout. L'idée, c'est de, à travers des histoires, croiser en fait les regards et d'avoir des histoires qui soient à la fois portées par les voyageurs, mais aussi par les communautés autochtones pour faire un croisement de cultures. Donc un voyage qui peut se faire un peu dans les 2 sens. Enfin, les voyageurs d'ici vont à la rencontre des peuples premiers là-bas, mais c'est dans l'idée d'un échange, c'est ça? Tout à fait, exactement. Alors vous avez passé plusieurs mois par an, pendant je crois 11 ans à peu près, dans des communautés autochtones du Canada. Est-ce que vous diriez que vous êtes fasciné par leur mode de vie? Alors la fascination, elle a été présente, mais pendant mon adolescence surtout. En fait, j'ai commencé très tôt à entretenir des relations épistolaires en fait, avec des jeunes des communautés autochtones de l'Ontario. Et donc déjà à 16-17 ans, j'étais consciente, on va dire, de la réalité de vie dans les réserves amérindiennes. Donc je pense que la fascination s'est arrêtée à ce moment. Et ensuite, j'ai plus été portée vers essayer de comprendre ce que ça voulait dire que de vivre dans une réserve. Voilà, quelle était la réalité en fait sociale. J'accueille aussi Irène Hirt, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur associé au département de géographie et environnement à l'Université de Genève. Alors vous avez travaillé notamment avec des communautés mapuche au Chili, au Canada aussi, avec les Inuits. Même question, est-ce que vous partagez cette fascination pour les peuples autochtones? Oui, je la partage en partie, mais disons que ma motivation première, qui m'a amenée à m'intéresser à ce sujet, je pense que c'était d'abord la question de l'injustice, en fait. C'est ce qui m'a en premier motivée. L'injustice, c'est-à-dire? Ouais, l'injustice, c'est-à-dire toute l'histoire de la colonisation, la dépossession des terres, la discrimination, la marginalisation des sociétés autochtones. Et je pense que c'est ma première motivation, ça a toujours été la première, mais c'est sûr qu'il y avait une certaine fascination que j'ai appris à regarder de manière plus critique et réflexive à travers mon travail de chercheur. Et c'est une condition indispensable pour travailler sur un pied d'égalité, mais aussi dans une relation respectueuse avec des communautés autochtones. Mais c'est aussi indispensable pour enseigner ces réalités-là à des étudiants aujourd'hui, puis leur apprendre à déconstruire nos imaginaires, nos représentations. À votre avis, qu'est-ce qui fascine chez ces populations? Qu'est-ce qui nous fascine, nous, occidentaux, quand on les regarde? Alors après, chacun est responsable de sa fascination, mais on peut, on sait qu'il y a la fascination des Occidentaux pour les Amérindiens. Il y a une partie qui se fonde quand même sur un certain goût pour l'exotisme, quand même, qui est une fascination pour ce qu'on a souvent appelé le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire l'image de l'Amérindien en harmonie avec la nature, etc. Et évidemment qu'actuellement, avec les problèmes écologiques, la lutte pour le climat, c'est une fascination qui est réactualisée. On peut aussi dire c'est lié au premier point, c'est qu'il y a une espèce de nostalgie pour un monde qu'on aurait perdu avec la modernité. Et eux, ils seraient encore dans une relation à la fois humaine et avec l'environnement.
On va revenir différentes. à cette question effectivement du lien à la terre, parce que je pense que c'est assez important, on y reviendra dans une deuxième partie. Est-ce que, Aurélie Debuchère, vous qui travaillez justement dans le domaine du tourisme, est-ce que vous avez l'impression que c'est pas juste une impression, c'est que véritablement il y a un intérêt croissant de la population occidentale? Est-ce que vous arrivez à dater un petit peu de quand? Oui, absolument. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est une tendance qui va s'accroître dans les décennies à venir. C'est pour ça que en fait, je travaille aussi pour l'Alliance mondiale du tourisme autochtone, donc qui est une ONG basée en Nouvelle-Zélande et qui est la seule ONG en fait qui a été créée et qui est managée par des autochtones experts en tourisme. Et en fait, si vous voulez, on réfléchit justement sur une manière de trouver des méthodologies qu'on développe pour faire en sorte d'éduquer aussi l'industrie du tourisme en passant par les institutions internationales, les tour opérateurs et aussi au niveau du voyageur, pour que la majorité des usagers du tourisme et du voyage soient conscients que le contact avec les populations autochtones, c'est aussi être en lien avec ou en tout cas il faut respecter par exemple la déclaration des droits des peuples autochtones. Il existe des déclarations qui ont été faites internationales et dont on essaie en fait de trouver une application pratique pour protéger les intérêts des populations autochtones, la propriété intellectuelle et aussi la propriété spirituelle, parce qu'effectivement le tourisme spirituel en tant que tel, ça existe, il y a des débordements, notamment par exemple vis-à-vis de certaines plantes traditionnelles, sacrées. Pensez à l'ayahuasca, par exemple. Exactement. Voilà, donc c'est des pratiques, c'est très délicat parce que en fait, le besoin et la recherche spirituelle amènent aussi un état de vulnérabilité. Donc, ça engage aussi des systèmes abusifs dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois, on entre aussi dans une forme de pression vis-à-vis des populations autochtones et de leurs pratiques ancestrales, et en même temps aussi, on peut se positionner soi-même dans une forme de, je ne vais pas dire de danger, mais en tout cas dans une forme de, par notre ignorance et par notre besoin de trouver des réponses, dans une forme de vulnérabilité en fait. Voilà. Irène Hirt, vous diriez qu'il y a effectivement une menace pour les populations autochtones, celles par exemple avec lesquelles vous avez travaillé, de ce tourisme de masse que vous évoquiez, peut-être peu informé. Comment vous le voyez? Il me semble que le danger, c'est que si les acteurs autochtones qui sont concernés ou les communautés qui sont concernées par ce tourisme n'ont pas les moyens de contrôler ce tourisme, oui, il y a un danger. Maintenant, de ce que je comprends des initiatives qui sont menées au niveau local avec Aurélie Debuchère, c'est que les communautés, elles ont le contrôle de ces expériences-là. C'est elles qui décident comment va se faire le tourisme, quand, de quelle manière, et là, ça change tout. Mais ça, c'est une toute petite partie du tourisme, on est bien d'accord. Enfin, oui, ce que vous proposez, c'est pas ce qui est majoritaire. C'est vrai. Non, mais disons qu'actuellement, si la question du tourisme en contexte autochtone est une question qui prend de l'importance, c'est aussi parce que c'est, pour les communautés autochtones, les peuples autochtones, c'est un des moyens aujourd'hui de se sortir de la pauvreté et d'acquérir une autonomie financière. Donc, c'est aussi pour ça. Donc c'est un gros enjeu pour les peuples autochtones, en fait. Effectivement, ça peut aussi être une chance, en fait. Absolument. Bien géré, oui, ça peut être une chance. On entendait cette femme Navarro dans le reportage dire « Ah, ces touristes, ils viennent, ils veulent tout voir, ils veulent tout comprendre, mais je ne pense pas qu'ils vont y arriver. » Ça veut dire quoi? On n'a pas les bonnes lunettes pour comprendre leur réalité, ou c'est les projections peut-être que l'on fait sur eux? Alors en fait, je pense que déjà, elle parle en connaissance d'un tourisme de masse, en fait, plutôt que d'un tourisme qui est plus immersif, là, qui s'apparente à la philosophie vraiment du voyage, où on est avec l'habitant et on prend le temps d'apprendre sur sa vie et de partager une forme d'intimité avec lui.
parce que la majorité du temps, le format de ce qui est proposé en tourisme se passe sur, par exemple, des excursions à la journée. Elle a parlé de tours, donc vraiment, on est vraiment dans le symbole du tourisme finalement un peu traditionnel, comme on l'a créé. Mais en fait, c'est le moment de revenir en fait, au voyage, à la vraie philosophie du voyage. Et là, celle-là, elle dévoile aussi des faces moins roses en fait, de la réalité des gens qu'on rencontre. Et La réalité moins rose, c'est quoi? Enfin, concrètement, les difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées? Par exemple, c'est les problèmes sociaux rencontrés dans les réserves, notamment. Il y a beaucoup de problèmes sociaux associés, notamment la majorité du temps, en fait, c'est on appelle les... Vous parlez de pauvreté, de problèmes de santé, oui, alcoolisme, etc. Oui, tout à fait. En fait, il y a un traumatisme intergénérationnel, notamment en Amérique du Nord. Pardon ? Les pensionnats. Oui, tout à fait, dû au pensionnat, en fait. Au pensionnat où, en fait, à un moment donné, le gouvernement prenait les enfants et en fait... Ils ont été retirés à leur famille. Retirés à leur famille, ils étaient éduqués par le clergé. Et de là, s'en est suivi beaucoup d'abus, beaucoup de tentatives, en fait, d'assimilation de diverses manières. Et ça a explosé, en fait, la structure sociale, notamment des familles autochtones. Ça, c'est effectivement quelque chose d'important, cette fragilité sociale. Vous parliez d'injustice aussi au début. Comment est-ce que vous, alors, vous travaillez avec ces populations? Vous pouvez aussi, on peut se dire, vous êtes l'occidental qui arrive, qui a le savoir occidental, forcément supérieur. Comment est-ce que vous travaillez avec ces populations pour les aider, si j'ai bien compris, à faire valoir leurs droits aussi, ou à faire entendre leurs revendications, leurs préoccupations? Alors effectivement, la recherche en sciences sociales, mais aussi dans d'autres domaines, mais en contexte autochtone, ces dernières années, a beaucoup changé, parce que les principaux intéressés n'ont plus envie d'être face à des chercheurs qui produisent des savoirs qui ne vont pas leur servir ou qui, pire, vont peut-être même leur créer du tort. Donc il y a de plus en plus une évolution vers des méthodes participatives et collaboratives de recherche. C'est plus une posture éthique de travailler avec plutôt que sur les peuples autochtones, que des méthodes proprement dites. Et ça consiste donc à essayer d'éviter ce qui a été classiquement fait pendant longtemps, donc de faire des peuples autochtones des objets de recherche, mais plutôt des partenaires avec qui on va décider. Il y a différents degrés de participation et de collaboration, mais le degré le plus fort, ce serait carrément de décider ensemble de qu'est-ce qu'on va faire comme recherche et en fonction, non pas des besoins de la science, mais des besoins de la communauté. Mais finalement, quelles sont les aspirations de ces populations? Alors évidemment, elles sont certainement diverses en fonction de leur contexte, mais voilà, nous avons nos propres projections sur ces peuples autochtones qui vivent dans des réserves. Ça aussi, c'est peut-être un terme sur lequel on peut réfléchir. On se dit que leurs modes de vie millénaires sont inchangés. Peut-être qu'eux n'ont pas envie de vivre dans des réserves en portant des costumes ancestraux pour faire plaisir aux touristes. Enfin, je caricature, mais véritablement, aujourd'hui, quels sont leurs besoins? Aurélie Desbouchères. En fait, ce que j'ai vraiment identifié dans ma relation avec les populations autochtones, c'est notamment tous les problèmes justement sociaux découlent finalement de la détérioration du lien avec le territoire. En fait, la majorité du temps, les autochtones se définissent comme appartenant au territoire et la santé psychique, mentale et même spirituelle est vraiment liée à ça, à la qualité du lien avec le territoire. Et c'est pour ça que, selon moi, en fait, si on enlève, on vole le territoire d'un peuple, c'est dans ce cas de figure en fait, qui perd en fait, son identité et donc ça génère des problèmes ensuite. Vous êtes d'accord, Irène? En tant que géographe, le territoire... Je nuancerais un petit peu, c'est qu'effectivement, il est vrai que la sédentarisation forcée depuis le 19e siècle et ajoutée au pensionnat, ajoutée à des tas d'autres facteurs, a vraiment créé une déstructuration sociale et beaucoup de problèmes de toutes sortes. Mais le projet auquel j'ai pu participer, notamment dans la communauté Innu de Mastoyache, montre que l'identité
elle continue à se construire très fortement en dépit des changements, des transformations. Qui sont nombreuses. Voilà, en dépit du fait que le territoire s'est réduit à peau de chagrin dans les réserves, il y a un sentiment et une volonté de continuer à pratiquer les activités traditionnelles et même la réserve, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir, sociaux, etc. Aujourd'hui, c'est un espace de vie et donc il y a aussi une identification, notamment chez les jeunes avec qui on a travaillé, avec cet espace, certains jeunes en tout cas, avec cet espace de vie qui est un espace d'appartenance quand même. Henri Despouchères, on parlait de ce tourisme spirituel lié à la nature, lié aux plantes notamment, mais pas seulement. On le voit dans le reportage, il y a des personnes qui sont transportées par cette expérience de vision, cette quête de vision Navajo. Pour vous, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une récupération, une appropriation culturelle, ou est-ce que finalement, c'est un hommage aussi qu'on peut leur rendre? Comment vous voyez ça? Alors, c'est vrai que les terminologies sont délicates. Concernant l'appropriation, par exemple, on peut plus la juger, j'allais dire, vraiment en analysant en fait quelle est l'intention de la personne qui anime ce stage ou bien qui anime cette expérience. Et surtout, en fait, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une forme d'autorisation donnée par la communauté ou par une personne légitime d'une communauté autochtone qui a transmis un savoir, parce que ça, c'est des choses possibles aussi. Donc ça, c'est important, des savoirs. Qu'il y ait une autorisation. Qui a donné l'autorisation? Est-ce que c'est une personne légitime et reconnue par sa propre communauté aussi? Parce qu'il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là, des personnes autochtones qui peuvent aussi se proclamer, on va dire, porteurs d'un savoir et qui ensuite aussi en font commerce. Voilà, mais ça existe dans les deux sens, en fait. Donc, je pense que la question à se poser, elle est là, c'est-à-dire, est-ce que la pratique qui est proposée, elle a passé les étapes, en fait, de respect, les protocoles demandés par les populations autochtones pour respecter leur culture. Vous avez participé à des rituels? Qu'est-ce que vous êtes autorisé? Qu'est-ce que vous êtes interdit? Oui. En fait, si vous voulez, j'ai été conviée à ce qu'on appelle des sweat lodges, donc des tentes de sudation, la majorité du temps en territoire Navajo. Mais on était vraiment dans une pratique qui était familiale, c'est-à-dire que le sweat lodge a été proposé pour une cérémonie de guérison, par exemple, pour un jeune qui avait eu des problèmes de santé avec la drogue et qui s'en était remis. Et sa famille, en fait, pour l'honorer et le réaccueillir chez eux, on fait un sweat lodge, donc une cérémonie avec des gens de la famille. Et nous, on était invités, en fait, parce qu'on était à ce moment-là sur la réserve chez nos amis. Donc vous avez trouvé votre place et vous l'avez gardée. Tout à fait. Ça comme ça. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Et si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.